Le débat sur LCI, Natacha Polony face à Nicolas Bétou. Bonjour à tous les deux. Bonjour. On va avoir beaucoup à dire aujourd'hui. L'actualité politique est extrêmement chargée. On va commencer par une annonce pas franchement surprenante, mais non moins spectaculaire. Le parti politique, c'est une chose, c'est les groupes parlementaires. On est au niveau des groupes parlementaires et il y a une ambition d'avoir des positions différentes entre des députés qui resteraient dans une opposition traditionnelle et d'autres députés qui siégeront à droite, clairement, mais qui seront dans une attitude constructive parce que nous avons aussi un Premier ministre de droite. Et voilà, on se dirige vers deux groupes parlementaires, les Républicains à l'Assemblée. C'était inévitable ? C'était inévitable parce qu'un certain nombre de députés de droite se sont mis en position dès le début de servir la nouvelle majorité. C'était inévitable parce que un certain nombre de ces députés se sont fait élire sans avoir d'adversaire en marche contre eux. Je pense par exemple à Thierry Solère ou à Franck Riester. Et c'était inévitable, en tout cas prévisible, parce que un certain nombre de députés considèrent que l'ère du temps fait qu'il faut privilégier la coopération, certains diraient la collaboration avec le nouveau pouvoir, plutôt que d'avoir, ce qui s'est toujours passé d'ailleurs, une opposition constructive, intelligente, c'est-à-dire votant comme la droite le faisait quand la gauche était au pouvoir, la gauche le faisait quand la droite était au pouvoir, quelques textes qui sont transpartisans, transversaux, qui horizontalement peuvent réunir un plus grand nombre de gens. Voilà. Après, est-ce que ça va donner quelque chose de profondément disruptif ? Est-ce qu'il y aura les constructifs d'un côté, les destructeurs de l'autre ? Je ne suis pas sûr. Il faut toujours avoir à l'esprit que sur la grosse centaine de députés, les Républicains qui ont été élus dimanche dernier, 93 l'ont été contre des députés En Marche. Et quand on s'est battu au deuxième tour pour sauver sa peau, entre guillemets, de députés face à quelqu'un qui est dans la majorité En Marche, ou qui prétendait être dans la majorité En Marche, on a un peu de mal à être quand même copain-copain avec tout ce groupe de 306 députés qui va dominer l'Assemblée. Oui, là, ça paraît logique. Mais il y en a beaucoup qui n'auront pas de mal à être copains-copains. Et surtout, on aboutit là à, on va dire, l'absurdité du non-règlement des questions idéologiques. C'est-à-dire que Emmanuel Macron a opéré un renversement idéologique. Il a rassembler des gens qui se situaient d'un côté ou de l'autre de ce clivage assez aberrant gauche-droite qui permettait une alternance mécanique. Lui a opéré ce renouveau, cette modification, sauf que c'est très compliqué pour un parti comme les Républicains qui s'est construit depuis des années sur la perpétuation de cette aberration idéologique, de tirer les conséquences de cela. Regardez quelqu'un comme Franck Riester ou quelqu'un comme Thierry Solère. Qu'est-ce qui les différencie des élus de la République En Marche ? À quel moment, idéologiquement, il y a une différence ? Il n'y en a pas la moindre. Il n'y a aucune logique à ce qu'ils aient maintenu leur position dans un parti, les Républicains, qui, de toute façon, va essayer de trouver une stratégie bancale. Pourquoi ? Parce que Thierry Solère, Franck Riester, les supposés constructifs, en fait, vont voter tout ce qui va être proposé par le gouvernement. Ils ne vont pas voter à la marge, ils sont d'accord sur tout. Et ils essayent de le faire savoir. Thierry Solère s'est donné beaucoup de mal dans l'entre-deux tours pour faire savoir qu'il voterait tout. Il suffit de l'écouter aux côtés de Jean-Paul Delevoye interrogé, et lui-même, au moment où on lui demande son avis, répond tout pareil. Oui. Bon, ben voilà, ce sera tout pareil. Tout pareil. Les autres, en revanche, ceux qui ne seront pas constructifs, vont quand même voter comme il l'aurait fait logiquement, tout ce qui concerne les questions économiques. On voit mal des députés des Républicains trouver que la réforme du Code du travail ne correspond pas à ce qu'ils attendent. Non. Donc eux seront dans la position classique et en même temps un petit peu en difficulté parce que Emmanuel Macron leur a pompé une part de leur idéologie. Mais ils sont surtout amputés de toute une part de leurs députés. Bon, cela dit, c'est très sympathique de la part de Thierry Solère et Franck Riester et quelques autres qui ont quand même maintenu leur candidature, les Républicains, ce qui rapporte de l'argent à leur parti d'origine, alors que tout les poussait à rejoindre la République En Marche. C'est cynique tout ça, non ? Le point de clivage, aberrant. on va le voir assez vite. On va le voir le 4 juillet ou les jours qui suivront, puisque le 4 juillet, Édouard Philippe fait sa déclaration de politique générale, c'est-à-dire qu'il va dire ce qu'est sa politique, ce qu'est la politique qu'il suivra, celle du gouvernement.
Et à ce moment-là, les députés devront voter ou pas la confiance. Ce qu'on voit commencer à se dessiner, et c'est assez intéressant, c'est que le PS, par exemple, pourrait, c'est en débat aujourd'hui, s'abstenir de voter la confiance. C'est-à-dire dire, ça n'est pas vraiment une motion de défiance, mais c'est sûrement pas la confiance. En tout cas, on ne vous donne pas un chèque en blanc. Probablement un certain nombre de députés, les Républicains, seront tentés par la même attitude. On est dans une ère de, je mets des guillemets, et il ne faut pas être dupe non plus, on est dans une ère de bienveillance, où le fait d'être un opposant irréductible est considéré comme agressif, inutilement brutal, et où, au contraire, dire nous allons essayer de faire le bien de la France. Vous savez, ces députés qui disent bien sûr, j'aime ma famille politique, mais j'aime encore plus mon pays. Bon, très bien, mais on peut aimer et son pays et sa famille politique et être fidèle à ses idées. Et donc, probablement, une partie des Républicains s'abstiendra de voter la confiance. Ça veut dire qu'on ne dit pas non d'entrée de jeu à un gouvernement qui a sur un certain nombre de points de bons projets. Je pense, du point de vue de la droite, à la loi travail, par exemple, aux ordonnances sur le travail. Mais on ne lui dit pas oui. Et la question va être compliquée pour ces républicains constructifs, ceux qui veulent quitter les oripeaux de la vieille droite, soi-disant en opposition systématique, parce qu'ils vont se retrouver votant avec une majorité, mais sans que leur voix ait un grand poids. Dès lors que le groupe majoritaire est majoritaire à lui seul, et on voit à quel point c'est utile en ce moment avec la crise du MoDem, on en parlera tout à l'heure, les voix des supplétifs de droite n'ont pas de valeur marchande. Ceux qui avaient de la valeur marchande, c'est ceux qui ont rejoint la majorité En Marche avant les élections législatives. Je pense évidemment à Édouard Philippe, à Bruno Le Maire et à Gérald Darmanin. Ceux-là, ils ont monnayé cher d'ailleurs leur ralliement. Les autres n'ont plus beaucoup de valeur. Et donc on va voir se dessiner une assemblée assez étrange où on aura deux pôles d'opposition. Alors là, irréductible, opposition frontale. La France insoumise d'un côté, probablement avec le Parti communiste, et puis l'extrême droite, le Front National de l'autre. Entre les deux pôles de défiance constructive, disons, une forme une façon de dire non, vous n'aurez pas de chèque en blanc, mais s'il y a des choses sur lesquelles on peut voter favorablement, on le fera. À droite, les ordonnances sur le travail. À gauche, peut-être les lois sur la CSG, l'augmentation de la CSG. Et puis une famille monolithique, en tout cas au début monolithique, qui sera l'ensemble des députés En Marche, plus ou moins ralliés par un certain nombre de gens, encore une fois, dont la voix n'a plus un poids politique très important. Elle n'a plus aucun poids, puisque la République En Marche incarne la victoire d'une forme de recardo-jupéisme qui fait que tous les députés de droite, plutôt de tendance jupéiste, en effet, n'ont absolument pas vocation à exister à part. Simplement, ce qui va être intéressant, c'est quand on va tout à coup redécouvrir, j'allais dire, les sujets de fond, les sujets importants, pas seulement les sujets économiques, où là, on voit bien qu'il y a de toute façon une dominante plutôt libérale dans cette Assemblée, quelle qu'elle soit, qui va voter la réforme du Code du travail. Pardon, Natacha, pas sur le budget, pas sur les impôts, pas sur la CSG, pas sur la dépense publique. Non, il va y avoir des débats, mais ça ne s'appelle pas un vrai clivage. C'est-à-dire que la dominante de cette Assemblée, elle sera de toute façon pour aller vers la libéralisation du Code du travail et différentes choses de ce style. Simplement, le Code du travail, si je peux terminer, Nicolas, à mon avis, là où la droite peut entamer sa recomposition de façon véritable, c'est quand il va s'agir de redécouvrir toutes les questions ayant trait aux migrations, ayant trait à la sécurité, à la laïcité. Et là, en revanche, il pourrait y avoir des oppositions qui risquent de cliver, c'est-à-dire de cliver ce parti et de finalement le faire exploser. Et à la limite, ça ne peut être que très sain qu'on se souvienne tout à coup qu'il existe des sujets qui sont absolument cruciaux pour l'avenir de la France. Et là, en revanche, on va pouvoir avoir un débat politique qui peut-être toucher au fond des questions. Donc, ce serait pas mal. Vive la clarification. Donc, autre annonce aujourd'hui, mais là, surprise, cette fois-ci, regardez, c'est Sylvie Goulard qui quitte le ministère des Armées. En tout cas, elle a fait savoir qu'elle ne voulait plus faire partie du prochain gouvernement. Regardez, via un communiqué, elle se justifie. Je souhaite être en mesure de démontrer librement ma bonne foi. Il s'agit évidemment de l'affaire des assistants parlementaires européens qui concerne le MoDem. Est-ce qu'entre les lignes, finalement, elle n'est pas en train de condamner François Bayrou ?
C'est sûrement pas une bonne nouvelle pour François Bayrou et Marielle de Sarnez de voir que Sylvie Goulard, qui n'est plus MoDem, Oui. Mais qui a été MoDem et qui, à ce titre, a probablement été prise dans les raies de ces affaires d'assistants parlementaires, c'est sûrement une mauvaise nouvelle de voir Sylvie Goulard qui, avant même la nomination du gouvernement, dit « je n'en ferai plus partie ». Attention, elle ne démissionne pas du gouvernement, le gouvernement a démissionné. Mais elle dit « je ne souhaite plus faire partie du prochain gouvernement ». Et elle met effectivement la pression sur François Bayrou et sur Marielle de Sarnez. C'est un sujet qui va continuer à s'envenimer dans la mesure où on a le sentiment, aujourd'hui, à l'heure où on parle, on a le sentiment que Marielle de Sarnez commence à étudier une solution d'échappatoire, c'est-à-dire la jurisprudence Ferrand, je quitte le gouvernement où une mise en examen, par exemple, serait synonyme d'éviction immédiate, et je prends le contrôle d'un groupe parlementaire qui donne une position de puissance moins médiatique, moins exposée, moins sujette à ce genre d'affaires et de règlements de compte, si j'ose dire, politiques. Et puis, ce que Richard Ferrand a fait sur le groupe En Marche, il semble que Marielle de Sarnez soit prête à le faire sur le groupe parlementaire MoDem. Elle confiait à une de nos journalistes là tout à l'heure, c'est là que les choses se passent. C'est important d'y être. On se demande pourquoi est-ce qu'elle était au gouvernement depuis un mois. Mais oui. Je ferme la parenthèse. Et donc, c'est une possibilité. Et ça laisserait François Bayrou seul aux manettes pour défendre cette loi de confiance, ces lois sur la moralisation. Et à l'évidence, ça n'est pas un cadeau que lui a fait Sylvie Goulard. François Bayrou, en tout cas sous pression, les Républicains disent que sa position au sein du gouvernement n'est plus tenable. Je pense que M. Bayrou doit démissionner. Il y a déjà 2 ministres au tapis, M. Ferrand et Mme Goulard, ministre de la Défense. C'est un séisme en si peu de temps. Et ce qui est beaucoup plus grave, c'est que Mme Goulard, manifestement, est impliquée dans une affaire qui concerne le MoDem, présidée par M. Bayrou, lequel M. Bayrou est garde des Sceaux et a connaissance des éléments de l'enquête qui pourraient le viser. Donc on est dans un conflit d'intérêts, dans une confusion des genres extraordinairement scandaleuse. Qu'est-ce que vous en tirez comme leçon, Natacha Polony? Ça veut dire que, là, on le rappelle, le gouvernement est en train d'être formé, on le connaîtra demain soir avant 18h. Nous verrons quels seront les arbitrages. Ce n'est pas moi qui vais vous dire s'il y aura ou il n'y aura pas François Bayrou. Dans votre intime conviction. Mais ce qui me semble, c'est que, évidemment, c'est une arme fabuleuse pour les Républicains qui peuvent se saisir de cela, et ils auraient tort de ne pas le faire. Comme tous les opposants, ils demandent la démission. Mais en l'occurrence, il y a un véritable problème, François Bayrou. En effet, un garde des Sceaux est quand même censé être à peu près irréprochable. Et là, ça commence à se rapprocher. Et la démission de Sylvie Goulard est évidemment une manière de faire pression sur lui et de le mettre, en tout cas pour l'instant, sur un siège éjectable. C'est une menace. Simplement, il y a aussi derrière des équilibres politiques. C'est-à-dire que Sylvie Goulard incarne une tendance qui est une tendance fédéraliste européenne extrêmement importante. Et c'était un symbole à elle toute seule. Alors évidemment, elle était ministre des Armées, c'est-à-dire pas de la Défense, parce qu'on sentait bien que Emmanuel Macron avait décidé de reprendre en main une part de ce dossier de la défense et de lui laisser en gros la gestion des troupes, la gestion des hommes. Mais la question va être de savoir qui il va mettre à ce poste, qui va être un poste majeur dans les années qui viennent, en particulier pour les questions européennes, parce que la constitution d'une Europe de la défense, c'est quelque chose de fondamental. Savoir si cette Europe de la défense va être inféodée à l'OTAN ou si elle va se constituer de façon à peu près indépendante, dans quelle relation avec l'Allemagne, quel avenir pour la force de frappe nucléaire, ça, ce sont des questions beaucoup plus intéressantes que l'avenir du MoDem. Simplement, en effet, l'avenir du MoDem, personne ne serait profondément choqué que François Bayrou soit, disons, exfiltré du gouvernement. Du côté d'Emmanuel Macron, on peut dire qu'Emmanuel Macron n'a plus besoin du MoDem et qu'il est en train de manœuvrer en sous-main pour essayer peut-être... Écoutez, si on s'en réfère au nouveau code de la politique, encore une fois la bienveillance et les mains ouvertes, on peut se dire que Emmanuel Macron voudra chercher la meilleure solution pour tout le monde. La réalité, c'est que Emmanuel Macron doit aujourd'hui faire une réflexion, une sorte de dosage entre l'avantage qu'il y a à laisser François Bayrou au gouvernement et le laisser quasiment seul comme cible
des affaires et des Éric Ciotti et de l'opposition et de tous ceux qui pensent que garde des Sceaux, impliqué dans une enquête préliminaire et par ailleurs patron du parti qui est au cœur de cette enquête préliminaire, il ne peut pas tenir. Donc plus il est une cible, plus il s'affaiblit, plus Emmanuel Macron pourra le jour venu se dire « François, je suis désolé, mais vraiment là, ça n'est plus tenable ». Et François Bayrou, éjecté du gouvernement, sera un adversaire moins dangereux qu'il ne le serait s'il sortait aujourd'hui. Et ça, c'est un premier plateau de la balance. L'autre plateau de la balance, c'est je le sors immédiatement, aujourd'hui. Je m'en fais un ennemi, mais comme toujours, François Bayrou a toujours été l'ennemi de ceux qui l'ont aidé. Chaque fois que quelqu'un l'a aidé, François Bayrou a fini par se retourner contre lui. Et donc, il devrait, dans cette hypothèse, gérer un François Bayrou relativement remonté contre le président de la République. Tous les députés La République en marche, qui aujourd'hui s'expriment en off ou en on, disent François Bayrou doit partir. Certains disent même avec humour qu'il va falloir le déloger de force du ministère de la Justice. Et donc, tous les gens qui ne sont pas du MoDem comprennent qu'il y a un vrai problème Bayrou, qui est plus d'ailleurs un problème François Bayrou qu'un problème Marielle de Sarnez. Marielle de Sarnez, elle est moins visible et moins emblématique que François Bayrou. C'est lui le problème. Et c'est lui qui risque de rester au gouvernement. François Bayrou qui tient visiblement à sa place. Regardez comment il a réagi sur le départ de Sylvie Goulard. Il parle de décision. Regardez, il l'a confié à l'un de nos journalistes cet après-midi. La décision de Sylvie Goulard est liée à des raisons strictement personnelles et ne remet pas en cause la participation du MoDem au futur gouvernement. Donc il a mis vraiment l'accent sur les raisons personnelles. Alors, que ça ne remette pas en cause la participation du MoDem en tant qu'allié politique, en effet, et on peut envisager l'entrée d'autres députés MoDem dans ce gouvernement. Certains noms ont été évoqués là ces dernières heures. Donc en effet, ça, pour ce qui est du MoDem, il n'y a aucun problème. En revanche, la décision strictement personnelle de Sylvie Goulard semble quand même toucher largement la personne de François Bayrou, dans la mesure où si quelqu'un est responsable de la situation dans laquelle s'est retrouvée Sylvie Goulard, qui aurait à l'époque confié qu'elle était gênée par cette situation, c'est bien François Bayrou. Donc, bon, il se défend comme il peut, mais encore une fois, et là je suis d'accord avec Nicolas, c'est quand même difficilement tenable. Alors, juste un ou deux points en précision. Sylvie Goulard... en un mois d'exercice de son métier de ministre des Armées, n'a pas convaincu le milieu. C'est le moins qu'on puisse dire. Elle est même assez mal accueillie par le milieu. Je voyais à midi des représentants, disons, de l'industrie de l'armement au sens large. Et ces industriels semblaient dire qu'elle n'était vraiment pas à sa place et qu'elle le ressentait elle-même. Bon. Ça fait un certain temps que le président Macron semble évoquer, avec Sylvie Goulard, avec Richard Ferrand, probablement avec François Bayrou, l'hypothèse d'une sortie du gouvernement. Richard Ferrand l'a laissé entendre ce matin sur telle ou telle radio, où il s'est multiplié pour essayer d'expliquer que c'était une très grande promotion que de devenir président du groupe Les Républicains En Marche après avoir été ministre, ce qui était quand même une partie de son rêve. Donc c'est, on le croit bien sûr, une très grande promotion pour Richard Ferrand. Mais il a expliqué qu'il en avait discuté déjà depuis quelques jours avec le président de la République, donc avant même le deuxième tour des élections législatives. Il semble que, en ce qui concerne Sylvie Goulard, c'est la même chose. Elle en avait parlé il y a un moment, ou en tout cas, elle avait évoqué ce risque avec le président de la République et probablement avait-elle décidé depuis un moment de partir. Et c'est tellement vrai qu'elle publie son communiqué 2 jours, presque 48 heures avant la nomination du prochain gouvernement, ce qui est vraiment, encore une fois, à la fois une façon de dire à François Bayrou, maintenant, prends tes responsabilités, cher François Bayrou, et c'est aussi une façon d'essayer de se dégager de ce piège du MoDem dans lequel elle est prise. Mais à chaque fois, Emmanuel Macron revient, pardon d'insister, revient dans vos mots. Ça veut dire que c'est lui et lui seul qui est à la manœuvre. Oui. Évidemment. Et d'ailleurs, là encore, le fait d'avoir nommé Sylvie Goulard à la Défense, ou plutôt
je le répète, au ministère des Armées, ce qui n'est pas anodin, prouve bien que c'est un sujet sur lequel Emmanuel Macron a décidé d'avoir entièrement la main, parce que c'est un sujet crucial. Et il va falloir examiner ce qui va se passer dans les mois qui viennent avec le budget de la défense. C'est un enjeu crucial. Nous sommes en guerre, nous avons des enjeux à défendre, nous avons une défense européenne à construire, nous sommes les seuls à la porter depuis le Brexit. Tout ça va nécessiter énormément de solidarité. Et en effet, avoir choisi quelqu'un comme Sylvie Goulard, qui n'était absolument pas à sa place, avoir choisi de déplacer Jean-Yves Le Drian, qui s'était constitué une forme de, on va dire, non pas de baronnie, mais en tout cas une expertise suffisante pour être reconnue par l'ensemble du milieu et donc une forme de puissance. Tout cela n'est pas anodin et ça prouve une certaine vision d'Emmanuel Macron dont il va falloir observer les conséquences. Et là, on est largement au-delà des problèmes de partis politiques et des problèmes d'équilibre au sein d'un gouvernement. Là, il s'agit de l'avenir de la France, il s'agit de décisions majeures. Qui va les prendre? C'est évidemment Emmanuel Macron. Arrêtons. On est en effet dans une gouvernance totalement centralisée, totalement verticale. Il va décider de l'ensemble des enjeux. La question est de savoir dans quel sens. Nous avons une phrase du jour. On l'écoute. Je pense quand même que par cette délicatesse du cœur particulière que Marine Le Pen a tenu à me faire ce cadeau le jour de mon anniversaire. Nous sommes le 20 juin, c'est effectivement l'anniversaire de Jean-Marie Le Pen et ce jour même se tenait un bureau politique au Front National et ce bureau politique était fermé à Jean-Marie Le Pen. Il a trouvé porte close à son arrivée, effectivement. Une mise en scène de la part de Jean-Marie Le Pen qui était bien entouré de la presse. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette petite phrase à l'encontre de sa fille ? Ambiance quand même. Oui, des sourires un peu navrés, affaires de famille, affaires un peu ridicules. Rappelons les faits, Jean-Marie Le Pen a été exclu de son parti, du parti qu'il a fondé. Cette exclusion a été confirmée par la justice. Il en avait appelé aux tribunaux pour faire annuler cette décision de Marine Le Pen, sa fille, lesquels tribunaux ont, dans le même temps, si j'ose dire, confirmé le fait qu'il pouvait rester président d'honneur. Donc il n'est plus membre du parti, il peut en être président d'honneur. Et c'est à ce titre qu'il se présentait ce matin. Son rôle, son influence politique, elle est aujourd'hui à peu près nulle. Dans plusieurs départements, dans plusieurs circonscriptions, il avait par exemple parrainé des candidats qui ont fait des pouillèmes, quelques points de voix. Je pense par exemple à un endroit où il a fait échouer un candidat Front National en parrainant un autre candidat, quelqu'un qui lui est reporté à lui et qui a recueilli à peu près 5% des voix, empêchant ainsi le député Front National d'être au deuxième tour. Je ne sais pas si ce député aurait gagné, mais à l'évidence, les gens du Front National peuvent se dire « celui-là n'est plus tout à fait des nôtres ». Alors après, il garde une puissance médiatique. On le voit, il sait mettre en scène, il sait avoir la petite phrase qui fait rire ou grincer des dents. Voilà, je pense que je ne suis pas un fan de tout ce qui est le rejet d'un revers de main de la vieille politique. Mais là, franchement, c'est vraiment de la vieille popole, comme on dit, dans une vieille marmite. Oui, disons que président d'honneur, il y a un mot de trop, quoi. C'est-à-dire qu'on se demande vraiment en quoi l'honneur a quoi que ce soit à voir avec ça. La question n'est pas là. Il va se jouer quelque chose dans les mois qui viennent, là aussi, de ce côté de l'échiquier politique. La recomposition du Front National est inévitable et elle doit avoir lieu parce qu'il y avait des clarifications qui devaient être faites, qui ne l'étaient pas parce qu'il y avait une dynamique. À partir du moment où Marine Le Pen a démontré son incompétence à porter la voix du Front National, les appétits vont s'aiguiser. Marion Maréchal est partie sans doute peut-être pour revenir pour 2022, mais en attendant, il y a toute une part de l'électorat français qui attend d'avoir une voix, d'avoir un porte-voix. Mais Jean-Marie Le Pen n'a rien à voir là-dedans. Ah, strictement. Mais rien, c'est pour ça que je vous dis, on s'en fiche totalement. Je vais vous dire une chose, ce qui me navre, c'est qu'on éprouve encore le besoin d'en parler, de voir. Pardon, mais juste peut-être que vous seriez d'accord avec l'une de ces phrases. Il parle de revers à l'élection présidentielle et à l'élection législative. La règle démocratique et républicaine, c'est que dans ces conditions, on démissionne.
Oui, Donc, c'est ça, quelque chose qu'il a probablement oublié Non, de faire, de s'appliquer à lui-même, parce qu'il n'a pas eu que des succès électoraux, comme vous le savez. Il a même eu beaucoup d'échecs, mais il a continué, et envers et contre tout, il est arrivé une fois à un deuxième tour de l'élection présidentielle. Il n'a pas fait mieux que 18% au second tour, mais il y est arrivé. Et donc, non, dans un parti en construction, dans un parti au pouvoir, je pense que c'est une bonne chose que celui qui a perdu démissionne. On est en train de l'expérimenter avec ce qui se passe aujourd'hui dans ce grand renouvellement de la vie politique française. Je veux dire des hommes et des femmes qui font de la politique en France. Ça, c'est très bien. Mais un parti qui est en construction ne peut pas, à chaque échec, renouveler complètement ses cartes, puisque ce sont des gens qui, par définition, tendent vers le pouvoir sans y arriver du premier coup. On peut ajouter qu'il faut se souvenir... La question n'est pas là. Enfin, là aussi, c'est pas à nous de dire si Marine Le Pen doit rester ou pas. Simplement, souvenons-nous de ce qui s'est passé au premier et au second tour de l'élection présidentielle. C'est-à-dire que tout de même, le Front National a fait 35% des suffrages exprimés au second tour d'une élection présidentielle. Même si c'est un échec magistral par rapport à ce qu'ils auraient pu faire, ça reste énorme. Le fait qu'il y ait eu un nombre extrêmement important d'abstention et de vote blanc, c'est-à-dire le choix de certaines personnes de ne pas faire barrage, nous raconte l'état de la France. On a tendance à l'oublier très très vite. Nous sommes passés immédiatement dans une phase, on va dire, d'observation un peu enamourée du nouveau pouvoir. Très bien, mais n'oublions pas ce qui s'est passé avant et donc ce qui va se passer forcément de la part de gens qui ont encore un potentiel de voix énorme. La question est de savoir si ces voix, si ces citoyens vont se déporter ailleurs, vont chercher ailleurs le porte-voix que Marine Le Pen n'a pas été, si on va avoir une scission entre une tendance qui est résolument jacobine contre l'euro, celle de Florian Philippot qui est fortement affaiblie aujourd'hui et qui en tout cas ne trouvera pas à s'exprimer, c'est pas Florian Philippot qui va porter ça, et l'autre tendance qui pourrait être préemptée si Marion Maréchal ne la porte pas, par un Laurent Wauquiez, c'est-à-dire une tendance très conservatrice et plutôt libérale, plutôt compatible avec la droite. C'est tout ça qui va se jouer. Encore une fois, les personnes, on s'en fiche. La question de la famille Le Pen, franchement, qui règle leurs problèmes, mais qu'ils aillent voir un psy. Le Pen, voilà. C'est pas mal. Autre voie d'opposition peut-être, on va s'y intéresser, c'est la France Insoumise qui a fait son entrée, alors j'allais dire fracassante, en tout cas imposante à l'Assemblée nationale ce matin, imposante dans les images, dans les photos qui ont été envoyées, mais dans les mots. Oui, nous souhaitons que le peuple se mette en mouvement. Cette élection, bien sûr, c'est une élection. Par conséquent, notre devoir de républicain est d'en assumer le résultat. Hein. Il y a un résultat, voilà, les gens qui sont élus, ils sont élus. Qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration de Jean-Luc Mélenchon? Jean-Luc Mélenchon est toujours borderline, comme on dit en français. Il est toujours à la limite de la déclaration un petit peu insurrectionnelle au sens institutionnel du terme. Il disait il y a quelques jours cette assemblée n'est pas légitime si même une quelconque assemblée est légitime pour réformer le droit du travail. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il pense que le droit du travail, le code du travail, est à ce point intouchable que n'importe quelle expression de la voix populaire, démocratique, les élus, n'ont pas le droit de toucher à ce code. Et bien là, c'est un peu la même chose. Il est toujours à la limite de ce qui est l'acceptation de la vox populi, le fait que le peuple consulté, même si beaucoup n'ont pas voté, même si parmi ceux qui ont voté, beaucoup ont choisi soit le bulletin blanc, soit le bulletin nul, eh bien, qu'il le veuille ou pas, malheureusement ou pas pour lui, le peuple français s'est exprimé. Et donc cette façon qu'il a toujours d'être à la limite, moi je trouve, est un problème, parce que lui a l'intelligence des mots et la subtilité de les utiliser à bon escient. Je ne suis pas sûr que ça parle avec la même finesse et la même subtilité à tous ceux qui l'écoutent. Cela dit, la phrase que nous avons entendue là
au contraire, rétablissait totalement. Et il expliquait que le peuple français s'était exprimé et que donc cette Assemblée existait et qu'il fallait faire avec. C'est exactement ce qu'il dit. Sage, voilà. Mais de fait, il porte un discours qui, bien sûr, peut être problématique parce qu'il ne s'agit surtout pas de parler d'illégitimité. En effet, il aurait tort et il a tort de le faire. Il l'avait dit concernant le Code du travail, hein, ce qui était vraiment... Simplement, imaginez ce qui se serait Nicolas, passé nous avons un problème de représentation démocratique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas... C'est trop facile, ce discours qu'on entend depuis quelques jours, qui consiste à dire, allez, le vote est exprimé, seuls les suffrages exprimés comptent, allez hop, tout va bien, et il y a mandat pour. Non, c'est beaucoup plus compliqué. C'est pas du tout mon point de vue, mais vous ne pouvez pas contester que la France a choisi un programme. Voilà. Mais ce n'est pas la France qui a choisi un programme. Si. 57% d'abstention, ça pose un problème. Personne ne peut dire le contraire, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Que le gouvernement se dise, finalement, je ne suis pas sûr d'avoir un mandat, mon programme n'est pas adopté, on va en bricoler un, redemander au peuple un référendum. Non, pardon, mais restons juste dans le cadre normal d'une démocratie, même si on regrettait, et je regrette amèrement que beaucoup de Français n'aient pas voté ou aient voté sans vouloir exprimer une position, un choix politique. Pardon, mais ceux qui ont voté ont choisi un programme politique et le gouvernement est légitime à essayer de l'appliquer. C'est justement pour ça qu'un parti comme celui de Jean-Luc Mélenchon conteste les institutions elles-mêmes. C'est pour ça qu'il propose une autre République. C'est justement parce qu'ils ont acté le fait qu'ils étaient face à une impossibilité. En effet, le système tel qu'il est fait condamne à accepter la réforme du Code du travail, alors même qu'il n'est pas sûr du tout qu'une majorité du peuple français ait vraiment envie de ça. Donc ça pose un problème institutionnel, ça pose un problème démocratique. Il va falloir se coltiner ces questions-là dans l'avenir. Et ce n'est pas simplement une petite dose de proportionnel qui suffira à régler cette question. Il faut une réflexion d'ampleur sur tout ce qui permet à une démocratie de vivre, c'est-à-dire comment on réintroduit l'ensemble des citoyens dans ce jeu démocratique, parce que pour l'instant, ils en sont sortis. On est parfaitement d'accord. Si on ne le fait pas, on va vers de sérieux ennuis. On est parfaitement d'accord, mais si vous choisissez, pour aller vers cet objectif, de délégitimer l'Assemblée actuelle, si vous dites aux citoyens, ceux qui ont voté ne peuvent pas imposer leur point de vue parce qu'il y a un problème général de démocratie, alors vous abîmez le sujet même que vous voulez traiter. Mais il ne s'agit pas de dire ça, en effet. Il s'agit simplement de réclamer du débat. En tout cas, c'est ce que Jean-Luc Mélenchon suggère. Vous voyez bien que lui-même, il a rectifié. Parce qu'il se rend compte que c'est un peu tendancieux. Oui, mais en revanche, on se rend compte aussi qu'en face, il y a des discours très problématiques qui consistent à effacer très 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 vite les résultats des 4 derniers votes. Parce que ça n'est pas anodin, encore une fois. 15% des inscrits pour La République En Marche au premier tour des législatives, 18,8% au second tour. Pardon, mais c'est loin d'être un plébiscite. J'ajoute, Natacha, que Jean-Luc Mélenchon est peut-être un élu de Marseille, mais il est député de tous les Français. Oui. Et donc lorsqu'il dit, et je pense qu'il a dû s'en rendre compte, que au fond, cette Assemblée n'est pas complètement légitime pour faire ceci ou cela, il se met en cause lui-même, il met en cause, en doute, lui-même, sa propre légitimité. Je vous le redis, il est député de tous les Français et pas seulement de ceux qui l'ont élu à Marseille. Oui, et c'est pour ça qu'il est pour une révision des institutions, encore une fois. On parle d'un tout nouveau député qui est Jean-Luc Mélenchon, on va parler d'une autre, c'est votre coup de gueule, Coup de gueule à l'encontre de... Élue à la Baule. Cette dame s'appelle Madame Josso. C'est une débutante, comme beaucoup de députés de La République En Marche. Elle vient d'être élue à la Baule. Et cette femme qui vient de la société civile, qui est diététicienne, je crois, a expliqué au journal local qu'elle ne viendrait pas à l'Assemblée avant jeudi ou vendredi. Parce que elle doit jouer au tennis avec ses enfants demain, mercredi, et que les institutions pourront sûrement attendre. Je trouve l'irruption de la société civile comme ça vraiment très bien. C'est bien de montrer que la vraie vie doit entrer à l'Assemblée, mais il faut quand même que ces gens qui sont élus se rendent compte, je le disais à l'instant, qu'ils représentent le peuple français et que quand on a choisi de faire ce métier qui est extrêmement difficile, extrêmement prenant, qui est une astreinte absolue, commencer en disant « pardon, mais j'ai tennis »,
pardon, mais j'ai piscine, ça me paraît juste un tout petit peu décalé. Donc, je dis moi à Richard Ferrand, vous allez être le nouveau président du groupe. Si Madame Josso fait partie de ceux qui vont vous élire, parce que peut-être qu'elle ne sera pas là non plus pour élire le président du groupe, alors ce serait bien de lui rappeler les règles fondamentales de la bonne représentation des Français. Ça s'appelle du civisme et c'est pour ça que la démocratie, c'est un processus et il faut le remettre en œuvre absolument partout. Message envoyé. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Restez avec nous. Yves Calvi arrive pour 24 heures en question.